C'est un prof qui nous avait dit ça. Et c'est même là que j'avais su qu'en réalité, on a qu'une seule université au Gabon, qui est l'Université nationale du Gabon, qui comprend toutes les facultés qu'on appelle aujourd'hui université au Gabon. En l'occurrence, l'UOB qui comprend les deux facultés, la Flèche et la FDSE, la faculté de médecine, la faculté de sciences et même l'NST et compagnie. C'est-à-dire qu'au Gabon, si on ressort seulement les textes, on va se rendre compte qu'on vit dans un mensonge d'État depuis des années. Depuis des années. Même les choses que l'on connaît de façon officieuse là, comme quoi Bongo aurait près de 20% du pétrole gabonais, le reste pour la France, je ne sais pas quelle partie pour le Gabon. Tout ça là, c'est des choses, on le sait de manière officieuse, mais qui ne dit pas que c'est peut-être officiel? Non, mais ça c'était officiel, hein. Ça c'est même pas officiel. Ça c'était ça peut comment parce que je sais qu'elle et on l'a su par des Français en bourse. Oui, parce qu'ils ont publié la documentation. Voilà, professeur Junior par des Français. Professeur Junior, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai de dire que bon, en soi c'est normal et ce sont les facultés par ville. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Eux, ils appellent ça université. On dit bien université des sciences de la santé, alors que c'est une faculté. L'endroit où je suis actuellement là, l'université comprend plusieurs facultés qui sont disséminées dans toute la ville. Pas concentrées au même endroit, mais pourtant ça reste la même entité. Faut arrêter de cautionner ou de défendre l'indéfendable. Au Gabon, on vit dans le mensonge. Attendez. Non, mais la famille, excuse-moi, Ozang et la famille, est-ce que vous êtes chaud? On lance une pétition, on lance une série de lives pour demander à voir la déclaration d'indépendance. Oui, non, parce que moi, ça m'arrange. Si ça se trouve, si ça se trouve, si ça se trouve, on l'a jamais signé correctement. Ça se trouve, on l'a même jamais signé. On est français là, on est là. Imaginez-vous tous, on devient français tout de suite. Est-ce que c'est pas bien? C'est possible. Tout le monde. Mon gars, la CAF pour tout le monde. Le RSA pour tout le monde. On t'informe que la CAF va arriver au Gabon. Parce que les Gabonais n'ont pas signé. Ils sont directement allés boire. Les Gabonais sont directement allés boire. Donc on est resté français. Hein. Vous imaginez le rappel. Vous imaginez le rappel. Tchélotom Madouaka, mon gars, on t'explique comment t'es versé les appels de 20 ans. Imagine. ou de 30 ans, de 40 ans, 50 ans. On va te verser ton RSA de 15 ans, mon gars. Tu brilles, tu baisses. Mais oui, si ça se trouve, on n'est pas indépendant. Hein. C'est-à-dire que, parce que je pense que pour que ça fonctionne, il faut que les deux côtés signent. Si ça se trouve, le côté gabonais, les démarches, on n'a pas tout fait, tu vois. On allait faire la fête, on a oublié. Donc, les Français sont partis. Ils ont amené leurs documents, mais nous, on n'a pas fait le truc. Donc, on n'a peut-être pas enregistré, parce qu'il faut enregistrer le truc. Il y a des démarches. Moi, je ne serais pas surpris d'apprendre une histoire comme ça. Hein. Moi, je ne serais pas surpris d'apprendre une histoire comme ça. Mais personne ne serait surpris. Parce que quand tu vois l'omniprésence et l'ingérence incessante de la France dans les affaires du Gabon, mais tu te poses des questions. Non, quelle ingérence, arrête tes bêtises, quelle ingérence. Si vous n'êtes pas capable de conserver un document, c'est la faute de la France. Non, vous êtes des incapables de plus être à la France. La France, ça fait quoi? Sans la France, tu ne saurais même pas que tu es indépendant là où tu es là. Qu'on ne serait même pas le découpage territorial du Gabon. Mais attends, mais on connaît nos frontières. Moi, je le dis. Qui a décidé les frontières là, c'est toi? Le Gabon, mais je le dis depuis toujours, le Gabon en tant qu'État est un héritage colonial. Nos frontières externes, même internes, ont été décidées par la France. La langue qu'on parle a été décidée par la France. Mais qui vous a empêché de faire du Massango la langue nationale? Faites un peu, on va voir. Parce que quand tu regardes le Gabon là, non, mais même pas ça en trop. Les documents d'abord des frontières. Comment se fait-il que pour qu'on connaisse nos frontières, il a fallu qu'on aille en France. Voilà, la fin d'un bagné petit. Parce que les documents, les nôtres, ils ont disparu. Le petit truc de Mbagné là, vous vous rendez compte qu'on n'a même pas enregistré convenablement la fameuse convention de Bata.
C'est-à-dire, il n'y a pas de traces. Même les Équatoriens sont allés fouiller les archives de notre Parlement. Ils ont vu que les archives de l'Assemblée nationale ne conservent aucune trace de cette histoire. Et les Gabonais ont présenté des photos. Oh, voilà, ils sont en photo avec Mariam Gwabi, Omar Bongo et Massas Nguema. Et ça se trouve, ils sont allés dans un chill. Vraiment. Mais c'est la même chose qu'ils vont faire avec... si jamais on demande genre un conflit sur l'indépendance, ils vont présenter la vidéo. Oh, voilà, le Omba, nous avons retrouvé cette vidéo sur, sur RFI. il avait dit qu'on que toi, tu es là, néocolonialisme. Justement, c'est ce que le roi Baudouin avait dit aux Congolais lors de la déclaration d'indépendance. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, messieurs, ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas capable de pouvoir faire mieux. Tant que vous n'êtes pas capable de pouvoir faire mieux. Voilà, on pose un problème. L'affaire de Mbagnier. On s'est fait ridiculiser là-bas parce que on n'avait pas de copie. On n'a même pas été capable de présenter une copie de la fameuse convention. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui a été signée, selon les Gabonais, entre Massias et Omar Bongo, sous l'égide de Mariam Gwabi. Massias a pris sa partie, sa copie. Et Omar a pris sa copie. L'autre, normalement, a une copie. Bon, les Congolais, voilà. Hein. La musique est passée par là. Mais on se rend compte que le seul qui détient la copie, entre guillemets, ce sont les Équatoriens. Mais les Équatoriens veulent lire. Ils ne vont pas vous dire, voici, on a le document. Forcément, la mauvaise foi. Et ils sont même encore allés chez nous, dans nos archives, pour dire, écoutez, ces gens-là disent que ça existait, mais leur Assemblée nationale n'a même pas enregistré ça. Là, maintenant, dis-moi un peu. La responsabilité de la France, c'est où, là, dans cette histoire-là? C'est où? Montre-moi un peu. Tu vois, Andrew, la déclaration d'indépendance du Gabon, la version qu'a la France, est publiée au journal officiel français par la loi numéro 60-1226 du 22 novembre 1960. Est-ce que je te rends compte? Ça veut dire que deux journaux, en fait, c'est ce que je disais en fait. Tu retrouves pour le Gabon sur le journal officiel français, mais pour la version gabonaise, elle est, je sais même pas. C'est volatilisé. Là, je vous dis, il y a un coup à jouer. Là. Je vous dis, il y a un coup à jouer. Parce que si ça se trouve, après moi, je sais pas, mais c'est-à-dire l'indépendance, normalement, c'est signé entre les deux. Si ça se trouve, il y a une faille. Peut-être qu'il y a un truc que le Gabon devait faire derrière, ils n'ont pas fait. Parce que si on a payé la déclaration, peut-être qu'il y a un truc qu'on devait enregistrer. Ouais, non. Et puis on a perdu ça. Les gars, si ça se trouve, les Français, là, on est là. Ne rien pas. Non, mais imaginez-vous tout de suite. Mais on a perdu. Dans Gabao, mon gars, la carte vitale arrive. Hein? La CAF arrive, mon gars, la CAF pour tout le monde. En fait, je tente d'imaginer si tu vois les gens de live que tu fais là, si c'était genre une émission télévisée au Gabon, ça devait être vraiment très beau. Non mais Fiat, c'est pas possible, hein. Déjà, on devait venir oublier tes locaux. Le Congo ne peut pas revendiquer le G2. Parce que en vrai, c'est drôle. En fait, c'est drôle, mais c'est tellement sensé parce que il y a de quoi se poser des questions. C'est bien sûr. Non, mais quand il parle de la CAF, il parle avec ironie. Mais non, je ne parle pas avec ironie, je suis très sérieux. Imagine un seul instant. Non, mais non, je suis très sérieux. Non, imagine un seul instant. La CNAMGS au Gabon est maintenant Mbouara. La CNAMGS est Mbouara. Bon, imagine maintenant, on te dit que hein? C'est maintenant l'assurance maladie française qui nous couvre, nous tous. Qui ne sera pas content? Mais les parents de Mounana là-bas seront heureux. Non, mais ne rigolons pas. Ils seront contents. La CNAMGS au Gabon est Mbouara. Si tout de suite, dans la déclaration d'indépendance, il y a une partie que le Gabon peut-être devait faire, qu'on n'a pas faite. Parce que si on a perdu le document, c'est sûr que dès qu'on a dit indépendance, peut-être qu'il fallait enregistrer. Léon Badonné, c'est un conseiller, lui aussi, il ne savait pas, ils ont balayé ça quelque part dans un bar, les gars ont continué leur vie. Donc, si ça se trouve, le contrat n'est pas, le truc n'est pas valable. Les Français ont fait ce qu'il faut de leur côté. Oui, ils ont enregistré, comme nous a dit Kevin. Hein, Kevin? C'est enregistré, non? Oui. C'est enregistré. Mais côté Gabonais, est-ce qu'on a fait ça? Non, on n'a pas fait ça. Bon, maintenant, si ça se trouve, la déclaration est caduque. On est Français? Ah bon, oui, c'est terrible. Hein. Non, mais vrai. En fait, c'est là je me non, Oligui, on enlève Oligui ici, on devient français. Oligui,
Il repart, on le met, on le met à la police municipale d'Ongoni. Il va aller là-bas, faire les PV, faire bien la poste. Il rentre dans la police municipale. Là. Il rentre dans la police municipale. Mais est-ce que le Gabon est réellement un État? Moi, je vous pose des questions parce qu'il y a une nuance entre pays, parce qu'il y a pays, nation, État, peuple. C'est pas la même chose. Est-ce que le Gabon est réellement un État? Non, mais il faut se poser la question. Non, mais il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Vous savez, par exemple, puisqu'on parle de déclaration d'indépendance, vous savez, par exemple, qu'Haïti, vous savez qu'Haïti a perdu sa déclaration d'indépendance, non? Je ne savais pas. Si, Haïti a perdu sa déclaration d'indépendance. Vous savez comment... comment ils ont la preuve que la déclaration là existe? C'est qu'il y avait une copie qui avait été offerte à la Jamaïque. Quand leur président était allé en Jamaïque, il avait offert une copie au gouverneur de Jamaïque. Et cette copie-là avait été emmenée par les Anglais. Donc c'est au British Museum. Et ça a été retrouvé dans les années 2010. Hein. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, indépendance 1804. Ils ont perdu la déclaration d'indépendance d'Haïti. Ce n'est que dans les années 2010 qu'ils se rendent compte qu'il y a une copie en Angleterre. Et ils ont demandé aux Anglais de leur rendre ça à l'Angleterre. Ils ont dit, vous êtes fous, quoi. Ça nous a été donné, c'est un don. C'est une copie. Donc, on ne vous donne pas. Par contre, ceux qui veulent bien, vous pouvez venir en Angleterre consulter. Donc, moi, j'ai un doute. Hein. Je vous cache pas, la famille. Moi, j'ai un doute. Si ça se trouve, la déclaration d'indépendance du Gabon est perdue. Si ça se trouve, on n'a pas fait toutes les démarches pour enregistrer ça de notre côté. Et là, il faut voir, moi je suis pas juriste, il faut voir ce qui est prévu, parce que c'est comme un contrat. Vous voyez, il y a un contrat, il y a des trucs à faire pour que le contrat soit valide. Si ça se trouve, on n'a pas fait notre partie, si ça se trouve, on est tous français. Vous imaginez, mon gars, la CAF arrive à Mimongo, merde, oui. Ah non, les gars, il faut qu'on regarde ce problème-là. Il faut qu'on regarde ce problème-là. Tu te rends compte, Kevin Scott? Si ça se trouve, les gens de Bitam, c'est pas Bitam an estate. C'est Bitam un thème sur Marne. C'est ça, un thème sur Marne, mon cher. Vraiment. Non, mais c'est terrible. Non, mais là, tu veux directement tuer les... le mot. Tu veux faire du mal à nos parents du RN. Ils vont faire du Front National. Non, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Là, ils vont faire une crise cardiaque, là. Mais ils auraient dû vérifier si les Gabonais étaient sérieux. Parce que les gars ont pris la déclaration, mon gars. Ils ont jeté ça dans un coin. Peut-être qu'ils n'ont pas fait le travail. Moi, je sais pas, je suis pas juriste. Je me dis peut-être que quand ils ont signé là, il y a des trucs à faire, non? Des transferts. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des trucs à faire encore après les dépenses, j'en sais rien. Si ça se trouve, je vous dis, si ça se trouve, le Gabon n'a pas fait tout ce qu'il fallait. On est là, on est peut-être comme Porto Rico, je sais pas, avec les États-Unis, hein. Fouillons bien. Non, imaginez-vous. Là, c'est l'assurance maladie arrive au Gabon. Donc, on dégage la clame GS. Allez, compte Amélie pour tout le monde. Quelqu'un qui est dans son mappa n'appelle plus mon gars, il a sa carte vitale au calme. Mince. C'est pas mal, ça. Franchement, c'est pas mal. Non, mais c'est terrible, hein. Non, mais c'est grave terrible. C'est vraiment terrible. C'est grave terrible. Non, la famille, si vous voulez, on est une quinzaine ici. On peut lancer un mouvement. Où on demande à voir clair dans l'affaire d'indépendance, là. C'est-à-dire, on veut voir la déclaration d'indépendance. On veut la voir. Faites même un reportage, tu vois, vous voyez. Que Gabon Télévision fasse même un reportage. Gabon Télévision fasse même un reportage. Pour dire, voilà, il y a des gens qui disent, hein, des opposants qui disent que le Gabon n'a pas de déclaration d'indépendance. Voici la déclaration, puis on va se taire. C'est quand même curieux qu'aucun Gabonais n'ait vu ça. Même moi qui ai fait des études d'histoire dans une vie antérieure, j'ai fait mes études d'histoire au Gabon, on ne m'a jamais présenté dans un cours une photo de la déclaration d'indépendance du Gabon. Hein. Moi, j'ai jamais vu. Hein. J'ai fait 5 ans d'études au Gabon, à l'UOB, département d'histoire. Je n'ai jamais vu un cours où on me dit, voilà la déclaration d'indépendance du Gabon en photo, même en copie, même dans un fascicule.
J'ai eu comme professeur Ange Ratanga Atos, paix à son âme, qui était un grand prof. Jamais Ange Ratanga Atos ne nous a montré la déclaration d'indépendance du Gabon. Moi, j'ai des doutes là. Je suis pas historien parce que j'en ai pas fait un métier. Mais en tant que Gabonais, je me pose des questions. Moi, je sais pas pour vous, hein, les gars. Bon, on va donner la parole à Esther. Bonjour Esther, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. En fait, j'espère que vous allez bien. Je suis grippée, hein, désolée. Non, c'est pas En grave. fait, je suis montée sur Non, ça va. le live pour répondre à professeur Junior quand Ozangue parlait de l'université. Il dit que c'est comme ça partout. C'est pas comme ça partout. D'accord? À Bordeaux, il y a 2 universités. L'université de Bordeaux et l'université de Bordeaux-Montaigne. Chaque université est régie par un texte parce que l'université est d'abord une institution autonome. C'est une loi qui crée une université, c'est pas un décret, c'est pas un arrêté. C'est une loi. C'est-à-dire qu'on prend une loi qui est basée d'abord sur la loi mère. La loi mère qui régit l'enseignement en France s'appelle le Code de l'éducation. C'est un document de près de 500 pages. Vous tapez Code de l'éducation en France. C'est disponible, vous pouvez télécharger le document. Si à l'intérieur, vous allez voir tous les textes administratifs ou bien toute la législation scolaire et universitaire en France. La loi mère qui régit, on appelle ça comment, l'éducation au Gabon, y compris l'enseignement supérieur, c'est la loi 21/2011. L'Université nationale du Gabon a été fondée, au risque de me tromper, en 1970. Au risque de me tromper, si je me trompe, vous me dites. Je crois que C'est devenu, et c'est En devenu, 1970. voilà, c'est ça. Et Voilà. c'est devenu UOB en 77. En 78. En 1970, lorsqu'on crée l'Université nationale du Gabon, c'est adossé à la loi numéro 15 du 11 août 1966. Parce que après les indépendances, le premier texte qui régit l'école au Gabon, notamment l'école laïque, c'est la loi de 1959, avant les indépendances, donc la loi de Léomba. Après la mort de Léomba, donc 6 ans après les indépendances, quand Omar est président, on va repartir regarder les textes. Parce que jusqu'en 1970, là même, le Gabon n'a pas encore de bac gabonais. Hein. Il a fallu organiser les états généraux du bac pour que le Gabon puisse avoir son bac gabonais. Voici pourquoi on faisait le bac à Brazzaville ou à Montpellier pour certains petits Gabonais. Vous avez demandé la CENI du Bose, tout ça, là, ils ont fait le bac à Montpellier. Ils n'ont pas fait le bac à Libreville. On les mettait dans les avions, ils venaient faire le bac ici. Certains faisaient le bac à Brazzaville. Donc, si vous prenez les textes actuels de l'UOB là, c'est qu'il y a même encore une incongruité, parce que le texte qui fonde l'UOB, en réalité, n'existe pas, on a juste changé le nom. Omar avait pris un décret en disant que bon, l'UOB va maintenant s'appeler l'Université Omar Bongo, et il a créé des facultés, il a pris des décrets. Il a pris des décrets pour tout simplement délocaliser des facultés. Donc, en réalité, Mbaya n'est pas une université. Parce qu'il faut que Mbaya, pour que Mbaya soit une université, il faut d'abord que Mbaya s'adosse sur la loi mère qui régit l'enseignement au Gabon. À l'époque d'Omar, c'était 1966, donc la loi numéro 15 du 1er août 1966. À l'époque d'Ali, c'est la loi 21/2011. Allez-y reprendre les textes de l'université et vous allez voir si le texte qui fonde même l'UOB là est adossé à la loi 21/2011. Ça veut dire que là où on est là, on est dans un pays qui a même changé de constitution, mais notre université est régie encore par la loi numéro 1566 et 1666. Est-ce que vous vous rendez compte? Et les textes là, et heureusement que le texte on trouve ça encore au journal officiel, mais tous les textes qu'on a créés, tous les décrets qu'on a pris pour démanteler l'UOB à gauche, on appelle ça comment? Mbaya à droite et autres, parfois c'est même introuvable. On ne trouve même pas ça au journal officiel, ce qui est encore plus inquiétant. Moi j'ai travaillé sur, on appelle ça comment? Sur l'enseignement privé confessionnel. Le Gabon a un accord avec l'Église catholique et avec le Vatican, même pas avec l'Église catholique, avec le Vatican et le Gabon. Est-ce que vous savez que l'Église catholique au Gabon
a l'autorisation de fixer les programmes scolaires. Le Gabon a un accord. L'accord là existe. Moi, j'ai l'accord là. Mais si vous partez au ministère de l'Éducation nationale, on va vous dire que l'accord là existe. Mais il faut aller demander ça à Sainte-Marie. Quand vous arrivez à Sainte-Marie, on vous dit que l'accord là existe, mais on ne peut pas vous donner l'accord là. Moi, j'ai eu l'accord là parce que j'étais rentrée au bureau du monsieur quand il m'avait reçu et j'avais vu que ça traînait par terre, j'ai volé ça. Donc tu as volé? Oui. Esther, oh. Oh! Ça c'est quel aveu de culpabilité comme la ça? copie. Ça, c'est quel aveu, ça? Tu as volé? Mais je n'avais pas le choix, j'avais besoin de l'accord. J'avais fait les photocopies et je lui ai laissé la copie parce qu'il a dit qu'est-ce que je peux récupérer quelques documents là pour aller faire des photocopies. Je vous ramène les documents. J'ai pris en même temps Excuse-moi, s'il te l'accord. plaît. Je suis allée photocopier et je l'ai ramené sur... Excuse-moi. Esther, s'il te plaît, excuse-moi. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que les Équatoriens ont fait pour nous voler la convention de Bata? Vraiment, Ils ont venu c'est comme ça. ils ont volé. Je ne sais pas, mais je l'avais laissé. Si vous demandez même à celui-là, parce que lui, il enseigne dans l'enseignement privé confessionnel, comment il s'appelle? D'une fils de camp. Il sait que tous les enseignants du supérieur n'ont pas l'accord là. En tout cas, tous les enseignants du confessionnel n'ont pas l'accord là. Parce que ça ne sort pas. Et moi, j'ai cet accord là. Parce que quand il m'avait donné la liste des différents établissements, il m'avait dit il n'y a pas de photocopie. Mais si tu peux, je te fais confiance, tu vas en Bolo, tu photocopies et tu me ramènes mes documents. En même temps, j'ai tiré l'accord. Je suis allée photocopier et je l'ai ramené ces documents. Mais il ne savait pas que j'avais pris l'accord là parce qu'il ne m'avait pas donné l'autorisation. Esther, je te pose la question. Est-ce que tu penses que comme les Équatoriens et toutes nos femmes de ménage là, est-ce que tu penses qu'il n'y avait pas un agent des services de renseignement équato-guinéen, scénario, hein, pas si fou que ça, qui est venu, qui nous a volé la convention de Bata? Moi, je ne sais pas. Hein. Et qui, une autre aussi, parce que comme elles sont femmes de ménage, une autre a fait le même boulot à l'Assemblée nationale, là-bas, elle a aussi volé là-bas. Moi, je ne sais pas. Mais en fait, en fait, si je raconte même ça, c'est pour vous montrer à quel point nos archives traînent. Quand j'ai commencé à travailler sur mathématiques, c'est ici où j'ai découvert que les Français avaient gardé tous nos manuels scolaires depuis pendant la colonisation. Donc, tout ce que nos parents, on les enseignait là, ils ont les manuels là. Nous, on ne les a pas. Mais si vous partez à l'IPN, vous n'allez même plus retrouver le calcul quotidien. L'IPN, c'est quoi? L'Institut national pédagogique. D'accord. Parce que c'est à l'Institut national pédagogique qu'on conserve tout ce qui est curriculum. Donc, tout ce qui est programme scolaire, contenu des manuels, à quel moment on est parti du syllabaire, par exemple au champion, au machin. Tous les vieux livres qu'on utilisait là, normalement, on ne doit pas les jeter. Mais si vous partez à l'IPN, vous allez vous rendre compte que, parce que l'IPN, normalement, doit avoir on appelle ça comment, ses propres archives. L'IPN n'est pas obligé d'envoyer ses archives aux archives nationales, par exemple. Donc, l'IPN doit garder ses propres archives. Mais comme ils n'ont pas suffisamment d'espace, et moi je l'ai vu puisque j'étais sur le terrain, ben, malheureusement, pour faire de l'espace, on brûle les archives. Donc, on brûle certains vieux manuels scolaires qu'on utilisait depuis parce que l'importance de garder les archives, même si c'est des manuels scolaires, c'est quoi? C'est d'évaluer aussi. C'est-à-dire, quand on utilisait ces manuels scolaires-là, comment on pouvait évaluer, on appelle ça comment? Les acquis des élèves. Est-ce que c'était plus pratique de travailler avec ça? Est-ce que vous voyez un peu? Qu'est-ce que ça a donné depuis qu'on est passé, par exemple, du champion? Parce qu'en réalité, la mise à jour d'un curriculum se fait tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, il faut refaire la mise à jour d'un curriculum. Quand je parle de curriculum, ici, je ne parle pas que des contenus des manuels scolaires. Je parle des contenus des programmes, par exemple. Je parle même des heures. C'est-à-dire, en mathématiques, c'était 6 heures de maths par semaine, mais on se rend compte que avec 6 heures de maths, c'est pas suffisant. Il faut ajouter 8 heures, ou il faut ajouter 1 heure supplémentaire, ou il faut enlever 1 heure supplémentaire. C'est tous ces éléments-là qui permettent effectivement d'avoir une veille. Parce qu'on mesure aussi les acquis des élèves en fonction de tous ces éléments du curriculum-là. Or, si vous partez à excuse-moi, il y a Maître Fred qui dit champion le meilleur. Moi, je dis jamais. Et je pense, même si je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, que le système, ou du moins le programme, non, plutôt le niveau scolaire au Gabon a considérablement baissé
dès lors que ce livre a été introduit dans notre circuit. Qu'est-ce que tu en penses? Reprends la question. Moi, je pense pas que ça. Moi, quand ça m'a envoyé un message. Je disais que je pense que le niveau scolaire au Gabon a considérablement baissé dès lors que le livre Champion, la collection Champion a été introduite dans notre système éducatif. Qu'en penses-tu? Déjà, on va détourner le live de trucs d'Andrew. Hein. Je ne sais pas s'il permet que je... C'est pas grave. Non, allez-y. Au point où on en est, on a bien perdu la convention de Bata. Donc, on peut bien changer le Vraiment. thème du live. Et on a probablement perdu la déclaration En fait, d'indépendance. Ah, non, attends, 2 secondes, Esther. Attends, non. On n'a pas encore perdu la déclaration. Non, je dis, on Ça a se trouve- probablement. Non, pas probablement. Ça se trouve, c'est à côté du livre de Machiavel Oligui. C'est-à-dire, Oligui, quand il dort, il y a le livre de Machiavel, le prince qui est là, il y a la déclaration d'indépendance à côté. On n'en sait rien. Justement. On va demander à voir clair. Je t'en prie, Esther. À toi la parole. alors, le niveau n'a jamais baissé au Gabon. Hein. D'accord? Parce que on parle de baisse de niveau quand on a fixé les objectifs du niveau qu'on veut atteindre. Moi, je n'utiliserai pas le concept de baisse de niveau aussi parce que c'est pas le niveau qui baisse. D'accord? On donne à l'enfant des outils nécessaires pour avoir le niveau qu'on veut qu'il ait. On peut par exemple parler, on appelle ça comment? D'une baisse des conditions déjà de travail et peut-être même parce que même le concept de qualité, ça reste discutable. À quel moment on sait que le produit est de bonne ou de mauvaise qualité? Par exemple, quand on parle de qualité ici, on peut prendre l'exemple du médecin. Comment on saura que c'est un bon ou un mauvais médecin? Comment on saura que c'est un bon avocat ou un mauvais avocat? Est-ce que c'est en fonction du nombre de procès qu'il gagne? Est-ce que le médecin c'est en fonction du nombre de patients qu'il sauve ou en fonction du nombre des patients qui meurent? Moi, ce que je vais peut-être dire ici, c'est que je comprends ceux qui parlent de baisse de niveau parce qu'effectivement, le code linguistique des enfants à la fois à l'écrit et à l'oral a beaucoup changé comparé à ce qu'on avait avant. Mais ce sont les exigences de l'APC. Et le champion en lui-même, c'est-à-dire le contenu en lui-même. L'APC, c'est quoi? L'approche par les compétences de base. D'accord. Le contenu en lui-même. Tu peux vite fait nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît? L'approche par les compétences de base, en fait, c'est-à-dire que on identifie les compétences de l'enfant et c'est à partir des compétences de l'enfant qu'on identifie qu'on appelle ça comment? Qu'on dirige le cours en fait. C'est-à-dire qu'on met l'enfant devant un truc, on voit un peu comment il réagit et puis on va avec. L'approche par les compétences aussi, c'est un mode d'évaluation. C'est-à-dire que, est-ce que l'enfant sait que le drapeau gabonais a 3 couleurs? Oui. Est-ce que l'enfant a dit que le drapeau a 3 couleurs? Oui. Est-ce qu'il a bien écrit vert, jaune, bleu? Non. Mais on lui donne la totalité des points parce qu'on sait. Donc, on corrige l'intention. Si l'enfant sait que le drapeau gabonais a 3 couleurs et que il a écrit vert, du vert qu'on boit de l'eau, jaune avec O au lieu de AU, bleu, il a ajouté peut-être un T à la fin, l'enfant sait au moins que le drapeau gabonais a 3 couleurs. Donc, on a besoin d'aller loin. C'est pas sur cette base-là qu'il décidait de surclasser certains élèves. Parce que il y a certains qui sautaient une classe de manière locale en fait. Parce que ils entraient peut-être, je prends un exemple bête, il arrive au CP1, mais il a genre les connaissances déjà de quelqu'un qui est, on appelle ça comment, qui est au CM1. Sauf que là, ce qu'on a, c'est que depuis l'instauration de l'APC au Gabon, on a gardé la grille d'évaluation, c'est-à-dire on évalue avec la grille de l'APC, que ce soit au CEP, au BPC et au bac, mais on utilise toujours l'APO, l'approche par les objectifs. L'approche par les objectifs, c'est quoi? L'approche par les objectifs, c'est que
j'ai un cours de 20 heures. À la fin des 20 heures, l'enfant doit apprendre à écrire vert, jaune, bleu correctement et l'enfant doit connaître les couleurs du drapeau gabonais correctement. Il ne doit pas se tromper. Il sait qu'après le vert, c'est le jaune et c'est le bleu. Il sait que c'est horizontal. Il sait comment on écrit horizontal. Ça, c'est l'approche par les objectifs. Donc, on utilise l'approche par les objectifs comme outil pédagogique parce que l'APC est un outil pédagogique. Hein. Et on utilise l'APC pour évaluer les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a utilisé l'approche par objectif, et que l'objectif n'a pas été atteint, mais la grille d'évaluation qui nous dit que l'enfant connaît quand même les couleurs du drapeau gabonais nous montre que l'objectif avait été atteint. C'est une incongruité en fait. Ça n'a même pas le droit d'exister. On choisit. Mais pourtant ça existe, Esther. Hein? Pourtant ça existe. Oui, pourtant ça existe. On évalue avec la grille de l'APC. C'est ce qui explique que le code linguistique, que le code de, ce qu'on appelle effectivement la baisse de niveau. C'est ce qui explique, par exemple, le code linguistique des enfants à la fois restreint à l'écrit et à l'oral. Tu m'étonnes. Mais je comprends pourquoi il y a de plus en plus de Dungé. Mais parce que l'objectif, la compétence ici, c'est que la compétence ici, c'est que l'enfant connaît les 3 couleurs. Donc, il est compétent au moins là-dessus. Esther, en fait, moi, quand je parle de baisse de niveau, c'est parce que quand je prends par exemple mon cas, je sais que je ne suis pas un cas isolé. À l'époque, quand j'étais aux 5 ans, j'étais à la maternelle, j'ai fini à peine la maternelle, je savais déjà lire et écrire. Même si c'était pas parfait, mais je savais lire et écrire. Alors qu'il y a quelques années, en 2008-2009, je me suis rendu compte que j'avais des petits au quartier qui ne savaient pas lire et qui avaient du mal à écrire au CM2. Au CM2. Mais, oui, au CM2, oui. Excuse-moi, Ozangé, excuse-moi, tes petits qui sont ni au CM2 là, ils ont fini à la police. Non. Heureusement, aujourd'hui, je suis surpris de voir que l'une des petites, elle est ici en France, elle fait des études et elle est vraiment brillante. Ça me fait plaisir de voir qu'elle a accompli le truc. Je suis vraiment agréablement surpris de voir son niveau. Mais il y a d'autres. C'est ça le problème, c'est que parce que l'APC, il faut pas que les gens pensent que l'APC c'est pas une bonne méthode. Au contraire, l'APC elle est très bonne même par rapport à l'approche par les objectifs. Le véritable problème de l'APC, c'est que le Gabon n'a pas les moyens et les outils. Parce que l'APC, c'est des outils pédagogiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez aujourd'hui dans une classe de pré-primaire, ou non, même de primaire, où on enseigne par exemple la carte du Gabon, chaque petit enfant dans la classe doit avoir la carte du Gabon. Doit avoir la carte des différents fleuves et tout ça là, avec des couleurs qu'on met dessus. On sait par exemple que le gouet est marron et tout, parce que c'est ce qui va stimuler effectivement ce qu'on appelle compétence de l'enfant, parce que ça stimule à la fois le visuel et toute la partie qui est intellectuelle en fait, de telle sorte que quand l'enfant, même quand on lui parle du drapeau, effectivement il a vu ce drapeau, il a touché ce drapeau. Quand on lui montre par exemple qu'il faut écrire le vert, on montre la différence entre la couleur verte, c'est-à-dire entre le vert de la couleur. On apporte un vert en même temps pour dire que ça, c'est le vert qu'on boit de l'eau. Il ne s'écrit pas de la même manière que le vert de la couleur qu'on va utiliser pour écrire le vert du drapeau gabonais. Donc, c'est tout un ensemble d'outils pédagogiques qu'on n'a pas. Et ça pose aussi la question des effectifs. Si on veut l'APC, le minimum, c'est-à-dire une classe qui n'a pas beaucoup d'élèves, c'est 20 élèves. Une classe qui a beaucoup, c'est 25 élèves. 35 élèves, c'est effectif pléthorique. Ça, c'est l'APC. Ce sont les exigences de l'APC. Parce que l'enseignant doit être sûr que tout le monde a touché le vert. Tout le monde a vu le vert. Tout le monde a touché le drapeau. Tout le monde a vu le drapeau. Tout le monde a touché la carte du Gabon. Tout le monde a vu la carte du Gabon. Tout le monde a vu où Mounana se trouve dans la carte du Gabon. Tout le monde a vu où la carte du Gabon se trouve dans la carte de l'Afrique. Tous les enfants ont vu. Et là, ils
sont capables de te dire non. J'applaudis parce que tu as dit Mounana, ma ville natale, hein, sinon le reste en son. Voilà. Et donc, l'enfant doit être sûr. Donc, en réalité, c'est pas la méthode qui est mauvaise. Et puis après, le champion, on a voulu faire, bon, on va mettre un peu les noms des Gabonais dedans, on va trouver Biban, on va trouver Mukumbi, on va trouver ceci, effectivement, parce que on apprend aussi à l'enseignant, à l'enfant, les éléments de son environnement immédiat. Je prends un exemple simple. Il est inadmissible qu'on demande à un petit Gabonais qui n'a jamais vu le sapin de colorier le sapin. Puisqu'il ne voit le sapin qu'à la télé, on lui demande de colorer le sapin alors que le sapin ne pousse pas au Gabon. C'est plus pratique pour lui de stimuler ses compétences si on lui demande de colorer le palmier parce que c'est au moins quelque chose qu'il verra une seule fois régulièrement dans sa vie, même s'il ne part pas au village. Il y a les palmiers là, au 5 là, il y a les palmiers un peu partout. Et quand vous lui demandez de colorer le sapin ou bien de dessiner le bonhomme de neige, je me demande où cet enfant-là a vu le bonhomme de neige si ce n'est à la télé. Alors Esther, s'il te plaît, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Tu veux me dire que dans nos livres, dans nos manuels là, parce que moi je suis un vieil homme maintenant, il y avait des histoires de bonhomme de neige dedans? Oui, on colorie le bonhomme de neige à la maternelle. Au Gabon? Oui, mais vous savez pas. Bon, nous on n'est pas. Non, on n'a pas appris à la maternelle. Il y a le bonhomme de neige, il y a le sapin, il y a les guirlandes, il y a le Père Noël même, il y a le traîneau du Père Noël. Même jusqu'à présent. Le bonhomme de neige, comment? La neige la tombe où, hein? Sous l'équateur. Ah, au moins il bouge, mon cher. Mais voici, c'est ça. C'est tout ça l'APC en fait. L'APC, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à l'enfant, par exemple, de colorer le palmier, le bananier, on va lui demander de colorer un bonhomme de neige. Là, on est à la maternelle. On va lui demander de colorer un bonhomme de neige, de colorer le traîneau du Père Noël. Il ne sait pas ce qu'est le traîneau. Il n'a jamais vu ça, mais si tu demandes de colorer la pirogue, là, il va peut-être se retrouver. Imaginez un enfant qui apprend à Matamatengue, il n'y a pas la télévision chez eux. Il n'y a pas la télévision à Matamatengue. Il n'y a même pas l'électricité. Et puis, dans ces manuels scolaires que l'IPN a envoyés, il y a un sapin dessiné à l'intérieur. Comment voulez-vous que cet enfant-là développe ses compétences alors qu'il n'a jamais vu le sapin puisque ça ne fait pas partie de son environnement immédiat? Voici pourquoi on est resté sur l'approche par objectif. À la fin de l'année, l'enfant doit savoir c'est quoi le sapin. Mais le sapin est complètement éloigné de son environnement immédiat. Donc ça ralentit effectivement les acquis des élèves parce que pour qu'il l'assimile, ça lui prend du temps puisque ça ne fait pas partie de son environnement immédiat. C'est comme moi par exemple, mon enfant que je fais ici, si je l'amène 8 ans plus tard au Gabon, bien sûr qu'il sera déphasé parce que pour la première fois, il verra le soleil toute la journée pendant une longue période. Pour la première fois, il ne verra pas le tram. Il va s'embrouiller un peu entre ce qu'on appelle taxi et ce qu'on appelle clando. C'est tous ces éléments-là qui vont le déphaser. Et c'est tous ces éléments-là, effectivement, qui déphasent les enfants parce que ils grandissent dans un environnement à la maison où il va, par exemple, avec mamie au champ, il voit le palmier, il voit la forêt. Qu'il a des compétences pour reconnaître le sapin qu'il n'a jamais vu. Voici pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très attention quand on parle de baisse de niveau. Parce qu'on a aussi un contenu qui est en totale inadéquation avec notre environnement immédiat. Surtout pour ceux qui ont commencé l'école à la maternelle. Moi, je n'ai pas fait le jardin d'enfants. Et on sait tous que l'école est obligatoire jusqu'à partir de 3 ans depuis l'arrivée d'Ali Bongo. Donc, on a dû penser les contenus des manuels scolaires des enfants de la maternelle. Et c'est dès la maternelle qu'on colorie le sapin, le bonhomme de neige. Et parfois, tu vas même voir la citrouille, par exemple, pour Halloween. Des trucs comme ça. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Wow. Et même quand on a créé, par exemple, le pré-primaire au Gabon, on n'est jamais parti sur un curriculum. On n'avait pas fixé les objectifs de ce curriculum-là. Parce qu'il faut savoir pourquoi on crée un pré-primaire, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre.
Par exemple, ici en France, il y a les objectifs du pré-primaire. Vous allez les trouver dans le code de l'éducation. Toute la partie école maternelle et tout ça, là, tout est expliqué. Les objectifs à atteindre sont expliqués. Si vous prenez un petit Français qui a 5 ans, il ne sait écrire que son nom. Parce qu'on n'apprend pas à écrire au pré-primaire. On apprend à écrire au CP1. On n'apprend pas à écrire à la maternelle en France. Renseignez-vous, les enfants qui lisent là, ce sont les parents qui forcent à la maison. Sinon, ils écrivent que leur nom et leur prénom et certaines lettres, ils savent écrire certaines lettres, mais écrire une phrase complète, non. Bah, c'est vrai que effectivement c'était ma mère qui me faisait les cours à domicile avec Mamadou et Benita. Mais après, je pense pas qu'au Gabon, le problème soit le contenu en soi, hein. Parce que j'ai fait quelques comparaisons avec certains étrangers, même ici. Moi, je pense que le problème du Gabon, c'est plus l'accompagnement pédagogique. Parce que, même quand j'étais au collège ou au lycée, bon, moi, j'étais à Raponda, donc, il y en a jamais eu un manquement de profs. Mais par contre, certains petits frères et sœurs à moi, qui étaient ailleurs, parfois au lycée d'État, ou bien évangélique, mais ils pouvaient te faire un trimestre sans prof de maths, sans prof de physique, tout un trimestre comme ça, hein. Il n'y a pas un prof. Donc, tu vois les bulletins, il y a des vides dans certaines matières stratégiques, ou bien parfois sans prof de français. Et après, je pense que c'est plus ça, en fait. Parce que lorsque des élèves se retrouvent à faire après, il y a beaucoup d'éléments. Il y a 3 beaucoup mois d'éléments. sans prof, Il y a beaucoup tu te d'éléments. poses des questions. Il y a Donc, le c'est pas tant à cause du enseignant aussi contenu. qui participe effectivement à ce que Ozangue appelle la baisse de niveau. Parce que moi, je dis que c'est pas le niveau qui baisse. Ce sont toutes ces conditions d'accompagnement là. C'est-à-dire, pour qu'on ait des enfants entre griffes performants avec le niveau qu'on veut, il faut qu'on ait tout un arsenal de bonnes conditions de travail. Il faut réunir tout un arsenal de bonnes conditions de travail. Ça passe par les effectifs qu'il faut réduire, ensuite les contenus qu'il faut m'enlever, il faut m'élaguer toutes les fautes d'orthographe et d'accord qu'on a dans le champion là, et le super efficace, c'est truffé de fautes, et c'est truffé de beaucoup d'incongruités. Par exemple, le livre lycée. Le livre lycée où on enseigne à l'enfant de la 3e année le Gabon. C'est en 5e année que l'enfant découvre réellement le Gabon. Sinon, si vous prenez le livre lycée, vous allez vous rendre compte que en 3e année, où on commence effectivement l'instruction civique, donc le C1 et le C2, c'est cette classe-là, on a dessiné le Gabon à l'intérieur de l'Afrique et on dit en bas, le Gabon, c'est l'Afrique. C'est une incongruité. Parce que l'enfant ne peut pas à la fois retenir le Gabon et l'Afrique. On sait que le Gabon, c'est un pays africain. Mais dire à un enfant de 3e année, donc qui a approximativement, au risque de me tromper, 9 ans, ou 6 ans, je ne sais pas, non pas 6 ans, 9 ans, si mes calculs sont bons, 6 ans en première année, 7 ans en 2e année, donc 8 ans, que le Gabon, c'est l'Afrique, c'est dangereux. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que lui, dans sa tête, il risque même de penser que l'Afrique, c'est un pays. Et quand vous allez voir celui du CM2, j'espère qu'ils ont changé, le Gabon est un pays africain. Mais lui, il a commencé là-bas, on lui disait que là, le Gabon, d'abord, c'est l'Afrique. Non, il faut d'abord qu'on dise que le Gabon, c'est un pays situé au centre. Mais toutes ces précisions-là, ça vient maintenant en 5e année. Là où il a déjà assimilé dans sa tête que le Gabon, c'est l'Afrique. Et non un pays situé en Afrique. Et tout ça là, est-ce que il y a une volonté manifeste du législateur scolaire de vouloir entretenir la confusion dans la tête du jeune Gabonais? On ne sait pas. Parce que quand on conçut un curriculum, notamment tout ce qui est instruction civique et tout ça là, on pense aussi à tous les enjeux géopolitiques. Parce que l'école est d'abord un appareil idéologique d'État. Comment se situe le Gabon vis-à-vis des autres pays voisins? Ça nous évite d'avoir des présidents de la République qui appelleront les présidents des pays voisins papa. Alors qu'on discute entre présidents.
va savoir quelle est la relation d'essence et de valeur qu'il entretient avec les pays voisins. Mais ça, c'est enseigné aussi à l'école. Mais tu vois, Esther, ce que tu dis là, ça me fait un peu penser à la petite série de vidéos que je fais concernant la taille du Gabon. Beaucoup ne comprennent pas forcément le sens de la chose et pensent que on est là pour faire des débats sans tête ni queue. Alors qu'en réalité, ça aussi c'est un enjeu important. Parce que, comme je dis souvent à la fin de mes vidéos, on ne peut pas se sentir grand quand on se voit petit. Et la projection de Mercator qu'on nous a toujours montré, donc le planisphère qu'on nous a toujours montré, est un appareil idéologique colonial pour coloniser justement nos esprits et nous faire penser que nous sommes petits. Et c'est pas seulement le fait du Gabon. Hein. Si je prends un pays comme le Tchad, est-ce que vous savez que le Tchad c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Mais dans l'inconscient collectif, mais le Tchad c'est un petit pays. Le Tchad c'est quel pays? Mais c'est même l'expression qu'ils utilisent quand ils décrivent le Gabon dans le livre d'Issé. Le Gabon est un petit pays situé en Afrique centrale. Justement, et voilà pourquoi moi je m'insurge. Dans mon manuel scolaire. Moi je m'insurge parce que quand tu compares simplement les superficies, tu te rends compte que le Gabon est plus grand que quasiment la moitié des pays africains, que le Gabon est plus grand que quasiment la moitié des pays européens, et qu'il y a beaucoup de pays dans le monde. Par exemple, le Gabon fait 2 fois est plus grand que les 2 Corées. Le Gabon est plus grand que le Gabon et le Togo réunis. Le Gabon est plus grand que le Ghana. Le Gabon est plus grand que le Sénégal. Mais parce que on n'a pas conscience qu'on a un grand territoire et on grandit avec l'idée que nous sommes petits, mais on a du mal à avoir une vision de grandeur, parce que voici la finalité de ma série de vidéos, c'est de faire comprendre aux Gabonais qu'on doit avoir une vision de grandeur. Moi, j'ai toujours dit que je rêve que le Gabon soit la première puissance mondiale. Une fois, j'avais dit ça en public, on s'était moqué de moi. Pourquoi se moquer de moi? C'est un idéal. C'est un idéal à atteindre. Mais c'est justement ce que Esther disait quand tu as parlé de la géopolitique. Mais la géopolitique, moi qui suis au côté de l'Asie ici, déjà, la plupart des pays qui réussissent en Asie, là, qui sont puissants en Asie, ils ont tous ce qu'on appelle un roman national. Un truc qu'on inculque aux enfants. C'est un peu farfelu. Propagande nationale. Mais sauf que c'est ça qui permet de se voir en grand, en fait. Parce que ça crée une histoire qui unit tout le peuple. Pour les Japonais, c'est l'histoire du peuple Yamato. Pour les Sud-Coréens, c'est l'histoire, même les Coréens en général. C'est l'histoire de, le peuple, c'est Dongo, je sais pas quoi là. C'est un nom un peu bizarre. Donc, un peuple soi-disant divin, du genre. Et bon, la Chine en a plusieurs, hein. Mais, sont ces histoires-là qui mélangent folklore et fait historique, qui permet de se dire que nous avons toujours été puissants, nous avons été une grande civilisation, une grande nation, donc on doit retrouver cette excellence-là. Donc disons tout ça, et je pense que même Nietzsche, dans une de ses œuvres où il parle du désir de puissance, de la volonté de puissance, bah c'est justement ça en fait. Un peuple qui n'a pas une volonté de puissance ne peut pas comment on dit ça? C'est bien le terme. Pas si c'est s'imposer ou plutôt mettre en avant ses atouts en fait. Si tu n'as pas de volonté de puissance, tu ne peux pas mettre en avant tes atouts. Mais la volonté de puissance est à dissocier de la volonté de dominer. Parce que c'est plus un dépassement de soi que l'exercice d'un pouvoir sur autrui. Mais bon, tout cela commence à l'école. Hein. Si à l'école, les dirigeants n'ont pas de vision claire, et on en revient toujours au débat du jour, bah, notre histoire n'est pas conservée. Il n'y a pas de volonté de l'écrire, de la diffuser. Esther a bien dit que les documents tombent au sol. Mais c'est pas faux. Comme je disais en là, que s'il tape un Gabon archive nationale, il va avoir les vidéos où l'humidité partout, les documents sont au sol,
la toiture est arrachée. Et, mon Dieu, il y a les rats. Il verra des vidéos où il y a des voleurs qui rentrent même dans les archives, les fenêtres sont cassées. Tu te poses des questions que, what? Ça, c'est un endroit où on regarde l'histoire du pays. Tu vois, Kevin Scott, moi je pense sincèrement que le genre. Non, d'abord, ça peut donner le genre de programme le genre de programme comme ce que Andrew et d'autres font sur TikTok devrait être les émissions qui